Quelle impression tu retires de ce passage en Afghanistan? C'était la 4e fois que j'y allais. Kaboul est une ville dont le nom évoque le voyage, le dépaysement, le joyau, la capitale d'un pays qui est magnifique. Et en même temps, c'est une des villes les plus polluées au monde, les plus dangereuses aussi. C'est une ville de pays en guerre. Donc, voilà. Puisqu'après le voyage, tu as l'impression que les choses vont dans quel sens là-bas? État stationnaire, je dirais. État stationnaire parce qu'en fait, c'est une guerre qui n'en est pas vraiment une. On a l'impression qu'on utilise un marteau pour écraser une mouche, même si la mouche est vénéneuse. En l'occurrence, les groupes insurgés, comme on dit là-bas. Alors, il y a parmi eux des talibans, des Afghans, des Pakistanais, peut-être des Soudanais, des Libyens, des Algériens. Mais ce sont des groupes insurgés qui évoluent par 10, 15, 20 personnes par groupe. C'est donc une armée, c'est un ennemi insaisissable qui pose de multiples problèmes évidemment aux armées de la coalition. Et voilà, donc elles font beaucoup d'efforts pour se protéger, pour protéger les axes stratégiques. Et en même temps, que d'argent, que d'énergie, que de vie humaine dépensée pour quelque chose dont j'ai l'impression que on ne trouvera jamais la solution. J'ai passé 3 jours à Kaboul, vie quotidienne à Kaboul. J'ai rencontré les gens d'Action contre la faim, j'ai rencontré les filles qui font ce magazine qui s'appelle Rose, qui a été lancé par elle il y a quelques années. Donc j'ai rencontré les féministes afghanes, féministes entre guillemets, les femmes qui se battent en tout cas pour le droit des femmes en Afghanistan, à travers cette revue qui s'appelle Rose, et qui va sortir bientôt son 100e numéro. Ensuite j'ai été dans un endroit où je rêvais d'aller depuis un certain temps, qui est le stade de Kaboul, où ces fameuses images terribles avaient été filmées il y a des années et diffusées par les chaînes du monde entier après le 11 septembre. Et c'était des images d'ailleurs volées par un groupe de femmes maoïstes en Afghanistan et qui avaient volé ces images d'exécution d'hommes, de femmes, mais surtout de femmes abattues à bout portant sur la pelouse de ce stade de Kaboul. Et donc j'y suis retourné pour interviewer cette fois-ci, comme quoi l'histoire finalement ne fait qu'avancer et pas se répéter en l'occurrence, puisque j'ai été interviewé les basketteuses de l'équipe nationale afghane avec l'un de leurs coachs. Et le débat c'était, peut-on autoriser les caméras étrangères à les filmer à l'entraînement alors que la moitié d'entre elles ne sont pas volées. Voilà, donc on a eu un petit débat entre entraîneurs, l'un étant plus rigoriste que l'autre et ayant intimé aux filles sans voile d'aller au vestiaire et de fuir les caméras. D'accord. Notre métier, c'est de raconter ce qui se passe, donc d'y être et de le faire partager à d'autres. C'est pour ça que je suis devenu journaliste, donc je suis ravi à plus de 50 ans de faire ce dont je rêvais quand j'en avais 30 et que je faisais pas suffisamment à mon goût à l'époque. Je pestais, je ruais dans les brancards, je trouvais qu'on partait pas assez. Le reportage de terrain n'empêche pas d'avoir une culture un peu livresque, de comprendre l'histoire d'un pays dans lequel on se rend. Voilà. En l'occurrence, moi je pratique très volontiers les deux. Notre métier, c'est de rendre simples les choses compliquées, mais encore faut-il appréhender la complexité des choses pour les vulgariser au mieux en étant plus près de la réalité. Et le journaliste est perçu comment aujourd'hui sur le terrain? Ça s'est dégradé selon toi? Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire qu'il est vu comme partie prenante dans des terrains comme l'Afghanistan, par une partie de la population en tout cas. Oui, il est vu comme un représentant des nations occidentales, représentant d'un modèle chrétien, capitaliste, démocratique, pas forcément bien vu donc par un certain nombre de gens sur le terrain, donc ça dans des terrains compliqués. C'est-à-dire comme comme l'humanitaire, le journaliste a perdu sa neutralité aux yeux de certains. Et ça, à qui la faute pour toi? La faute à l'évolution du monde, au durcissement du dialogue, en tout cas de la confrontation nord-sud, modèle occidental contre modèle, voilà. Et aujourd'hui, le journaliste, il sert encore à quelque chose sur le terrain avec Internet, avec
les gens qui peuvent t'envoyer. Oui, je pense, parce que justement, encore une fois, il apporte de la proximité, de l'humain, de la chaleur, il fait partager une souffrance, un combat, mais une c'est une question problématique. de professionnalisme. Je pense que c'est une question de regard. Qui envoie l'image prise avec son téléphone. C'est une question de regard, oui, c'est une question de. Voilà. Moi, en Afghanistan, c'est vrai que à travers ce voyage, j'ai compris ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est un conflit sans fin. Là, tu le perçois sur le terrain. Oui, et puis j'ai été faire une patrouille avec l'armée afghane aux côtés de l'armée française, sur la route entre Jalalabad et Kaboul, que tu dois connaître, qui est un axe stratégique, et c'est vrai que tu te rends compte qu'on déploie des moyens considérables sur le plan militaire pour mettre en échec quelques félagas, quelques talibans ou pseudo-talibans, qui sont des groupes de 4, 5, 6 personnes, parfois opportunistes, qui se sont levés ce matin-là peut-être talibans ou pseudo-résistants, et qui tirent à la Kalachnikov sur les convois, sans vraiment chercher d'ailleurs sans doute à tuer, mais qui provoque finalement un branle-bas et une mobilisation de moyens considérables. Et tu te dis souvent, mais ça coûte extrêmement cher, ne ferait pas mieux d'utiliser cet argent autrement. Le journaliste doit faire son métier en attendant observer quelques règles de prudence, mais malheureusement sur ces terrains, les règles de prudence, difficile de savoir à l'avance quelles sont les bonnes règles de prudence. Donc, et si à chaque fois on respectait toute la prudence voulue et on s'imposait des règles de prudence trop strictes, mais on serait condamné à rester dans sa chambre d'hôtel ou dans la salle d'attente de l'aéroport. La notion donc de forcément on prend des risques. Ouais. Mais la notion de responsabilité collective qui dit aux journalistes, écoutez, n'allez pas dans certains endroits parce que derrière c'est toute la société française qui va être ensuite mais c'est ce qui fait, je pense, la beauté de notre métier, c'est qu'on se doit aussi de prendre des risques pour informer. Alors après, on ne peut pas prendre n'importe quel risque, mais je pense pas que mes confrères de France 3 aient pris beaucoup de risques. Ils ont fait leur métier. Après coup, on peut dire, ils ont peut-être pris trop de risques. Mais après des risques utiles, quoi. Selon toi, mais forcément, ce sont des risques légitimes et utiles, bien sûr. Par principe. Pour toi, il faut informer, c'est ne pas se laisser de zone. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut être une tête brûlée et faire n'importe quoi. Mais je pense que ce sont deux journalistes aguerris. Et je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir, et leur jeter la pierre est assez malvenu. J'ai éprouvé tout récemment, d'en enregistrer les plateaux au Havre, à quel point dans notre pays il était parfois compliqué de faire son boulot, et à quel point il était parfois plus dangereux de travailler dans certaines zones en France qu'en Afghanistan, au cœur des combats. Parce que j'ai eu maille à partir avec la CGT de Caire. C'est qu'il faut rentrer, il faut satisfaire un certain nombre de conditions pour pouvoir travailler avec ces gens-là, les interviewer sur le port. D'abord pour pénétrer sur un port. On n'a pas pu pour cette émission filmer dans le port de Marseille, par exemple. Le port de Marseille. C'est un territoire de la CGT, contrôlé par la CGT de Caire. Interdiction d'y aller. Le Havre, on est arrivé à les convaincre. Mais comme là-bas j'ai posé des questions qui ne leur plaisaient pas à un armateur, ils ont arrêté le tournage et nous ont demandé gentiment de dégager le terminal dans lequel nous étions. Tu as le sentiment que chez nous et en Europe d'une manière générale, les rapports comme ça sociaux se tendent? Particulièrement en France, oui, particulièrement en France. Voilà. Aujourd'hui, on a des journalistes qui ont un itinéraire qui n'est plus celui que nous connaissions à l'époque, où on commençait par être reporter. Et ensuite, on faisait de la présentation si on était bon en radio et peut-être même en télé, mais après 35-40 ans, aujourd'hui, on a des présentateurs télé, des gens qui font des magazines, qui présentent des journaux et qui n'ont pratiquement jamais fait de terrain. Et ça, je trouve que c'est dommage pour eux. Voilà. Est-ce que ça les rend mauvais présentateurs? Je ne suis pas sûr. Évidemment, ça leur fait perdre un peu d'expertise et d'ascendant sur les reporters de terrain, et ça crée un clivage entre les gens des bureaux à Paris, ceux qui sont à l'antenne ou pas,
mais qui font du retraitement de l'information, et ceux qui sont sur le terrain et voilà, qui vivent autre chose. Je crois que c'est indispensable pour un présentateur télé d'avoir fait du terrain. Alors effectivement, pendant longtemps, j'ai été condamné au studio, notamment quand j'étais à Zone Interdite, mais quand j'étais à RTL notamment, j'ai présenté les journaux, mais j'ai fait beaucoup de reportages aussi, heureusement, et je tenais à ça. J'avais une double casquette où j'étais à la fois joker dans la présentation des journaux, notamment du matin, et en même temps j'ai eu la chance de pouvoir aller au Liban à ce moment-là, de couvrir la pseudo-révolution roumaine, de couvrir la première guerre du Golfe, et puis de faire du fait divers, d'être réveillé à 3h du matin pour aller sur un accident à Roissy ou ailleurs, voilà. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui quelqu'un comme toi, donc enquête exclusive? Bon, ça marche bien. C'est une émission qui marche bien, qui me permet de faire plus d'une centaine de jours de reportages chaque année, dont l'essentiel à l'étranger. Depuis la rentrée, j'ai eu la chance d'aller aux Philippines, en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, au Cameroun, au Kenya, en Afghanistan récemment, en Argentine, au Canada, aux États-Unis. Et tout ça en 4-5 mois. Donc voilà, je continue à faire du reportage, et mon bonheur, c'est dans cette émission, c'est d'avoir, j'ai rien inventé d'ailleurs, mais faire du journalisme à l'anglo-saxonne, un peu comme le font les anglo-saxons, où le journaliste est à l'écran et à l'image. C'est une vertu, ça permet d'être davantage pédagogique, de faire partager aux téléspectateurs un maximum de choses. Il est intervieweur à l'image, et il fait partager ce qui est en train de vivre. Et je trouve que ça rend, encore une fois, les reportages beaucoup plus vivants, accessibles. Et les courbes d'audience sur les reportages que je réalise le prouvent, ça marche.